Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons examiner un nouvel aspect de Poker Instinct. Il s'agit du board et donc nous allons voir en quoi consiste notre analyse du board, qui est un facteur qui va pouvoir influencer notre décision initiale, qui était composée des trois facteurs, position, stack et bien entendu les cartes, le range. Lors du dernier épisode, nous avons ajouté la prise en compte du jeu des adversaires et cette fois, nous prenons en compte un nouveau facteur qui est les cartes qui s'affichent sur le board. Donc, pré-flop, on est dans les facteurs de décision de base et ça y est, on se trouve maintenant au niveau du flop. J'utilise un moyen mnémotechnique qui s'appelle Anarchize, qui me permet de faire une checklist sur l'analyse du board. Donc voilà les différents éléments. Chaque élément correspond à une lettre du mot Anarchize. Tout d'abord, il faut analyser le board. Donc le board, il va pouvoir être par exemple dry ou bien wet, c'est-à-dire avec beaucoup de tirages. Un exemple de board dry, ça va être par exemple As, 8 et 2 rainbow, c'est-à-dire avec trois couleurs différentes. Et puis un board drawy, un board plutôt wet, humide, ça va être par exemple valet 10, 8 avec deux cœurs. Donc il y aura à la fois des potentiels de tirage quinte et de tirage couleur. L'analyse du board va nous emmener à essayer de mieux comprendre quel est le range de call ou le range de raise ou le range de fold de nos adversaires. Donc on va éliminer ce qui est quasiment impossible dans leur range. Donc on va resserrer leur range. Et si par exemple pré-flop ils avaient des possibilités de broadways ou de connecteurs suités, on va pouvoir les éliminer. Si le board est extrêmement sec, ils vont probablement folder. On va prendre un exemple. As 8-2 tout à l'heure rainbow et notre adversaire a 8 et 7 suités. Là, il va suivre. Mais s'il a par exemple 7 et 6, il va suivre avec la deuxième paire. Mais par exemple, s'il a 7 et 6 suités, dans une couleur différente de celle du board, il n'aura qu'une backdoor flush et éventuellement une backdoor quinte. Ça sera insuffisant pour poursuivre. Et donc, si on a un as, on va pouvoir très souvent value bet ou donner une carte gratuite pour espérer qu'il touche la deuxième paire ou la troisième paire lors de la turn. Donc on va se rappeler, toujours dans Anarchize, un deuxième A, c'est les actions avant. C'est-à-dire avant que nous on mise, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des adversaires? Est-ce qu'ils ont misé? Est-ce qu'ils ont par exemple fait un min bet? Est-ce qu'ils ont fait un bet normal, demi-pot, deux tiers de pot? Est-ce qu'ils ont fait un overbet, taille du pot ou supérieur à la taille du pot? Et donc ça va nous donner une indication sur leur range et sur leur prédisposition à emporter le coup avec un c-bet, un donk-bet, etc. Donc du coup, si on est interpellé par la mise de l'adversaire, on va rembobiner le coup. C'est-à-dire on va se rappeler, est-ce que c'est moi qui ai ouvert pré-flop? Est-ce que c'est l'adversaire? Combien il y a eu d'adversaires qui sont entrés au flop? Combien ont foldé aujourd'hui, etc. L'intérêt du rembobinage du coup, c'est surtout dans les street turn et river où on va avoir à faire attention à tout ce qui s'est passé avant pour voir la cohérence de la mise ou du check de l'adversaire ou de son propre tentative de barrel en bluff ou de barrel en value. Ensuite, il y a le C qui correspond à commit ou à changement de plan, c'est-à-dire est-ce que je suis engagé dans ce coup, est-ce que je suis commit ou est-ce que
je peux encore m'en aller. Ça dépendra essentiellement de quelle est la valeur du pot par rapport à la valeur de notre propre stack. Et de même pour les adversaires, si le pot est supérieur au tiers ou à 40% de, d'un des stacks, il est vraisemblable que l'adversaire est commit. Bien entendu, il faut se rappeler que ça dépend des adversaires. Il y a des adversaires qui sont capables de folder alors qu'il leur reste très peu de blindes. Et inversement, il y a des adversaires qui vont s'estimer commit avec 20% de leur pot ou par rapport à leur stack ou à leur expérience sur tel ou tel board. Donc on pourrait envisager de changer de plan, par exemple de passer d'un plan de 2 ou 3 barrels qu'on avait imaginé au départ, par exemple avec une overpair ou une top pair, à peut-être un check réévaluation à la street suivante ou un check fold éventuellement. Ensuite, il y a le facteur humain qui rentre en ligne de compte. Et c'est vrai que le facteur humain doit être intégré ici, bien que on aura une vidéo exclusivement sur ce facteur qui est énorme, qui représente dans mes 6 livres du poker un livre entier sur le metagame, les émotions, le tilt, la réputation, le capitaine de table. Et donc, il faut intégrer tous ces éléments humains dans son analyse à un moment donné, parce que on saura que tel adversaire, par exemple, ne fold jamais au flop ou à la turn. Et donc, il faudra l'intégrer également. Par exemple, il vient de perdre un énorme pot, ou bien on a été serré pendant les 50 mains précédentes et tout d'un coup, on commence à miser très fort. Donc, on a une réputation de serrure, de joueur NIT, et on va l'intégrer de ce qu'on représente par le fait de miser. Et puis, il y a une étape déterminante, c'est est-ce que je vais miser ou pas? Yes or no. Si je dis que je vais miser, il faut que je m'interroge de pourquoi faire. Est-ce que je vais miser pour faire folder ou est-ce que je vais miser pour value? Et si je vais miser pour faire folder, c'est-à-dire que je suis en bet bluff, je fais folder quoi? Est-ce que ce genre d'adversaire est capable de folder une deuxième paire, une troisième paire, un tirage fort, un tirage faible? Si c'est une calling station, le fait de vouloir ici miser en bet bluff n'a pas de sens. Il y a des mises mixtes où je vais miser en semi-bluff. Par exemple, j'ai un tirage couleur ou un tirage quinte par les deux bouts et je vais peut-être faire folder la top pair ou pas. En tous les cas, vraisemblablement, la réponse est est-ce que l'adversaire ou les adversaires vont folder deux paires ou un brelan? Souvent, la réponse est non. Donc, je vais pouvoir resserrer le range en fonction de ça, en éliminant toutes les mains qui deviennent assez peu probables en termes de fold. Je vais recommencer le même raisonnement. Si au contraire je pense que j'ai de la value, par exemple j'ai top pair, je vais faire payer quoi? Est-ce que je vais faire payer une top pair avec un kicker moins bien? Est-ce que, au contraire, par rapport à un bet, est-ce que seulement des mains meilleures vont me payer? Auquel cas, je peux transformer ma main en bluff et je peux faire folder des mains meilleures éventuellement. Le sizing va être fondamental, c'est le S de Anarchies, parce que le sizing va déterminer le seuil de douleur à partir duquel quelqu'un qui était prêt à payer va vouloir folder. Par exemple, au flop, le seuil de douleur est moindre que en turn à la river pour une raison simple, c'est que les turns et les rivers, les pots sont beaucoup plus importants puisqu'il y a eu une ou plusieurs mises dans les streets précédentes. Donc le sizing est fondamental pour pondérer le bet en bluff et le bet en value. Inversement, si c'est moi qui suis à la défense, si je call, je bats quoi avec mon call?
et est-ce que je suis devant ou est-ce que je suis dominé? Toutes ces questions, on se les pose au moment d'évaluer si on va faire un bet ou pas. D'une manière générale, le fait de miser est toujours beaucoup plus dynamique que le fait de simplement check, call ou call, parce que on garde l'initiative et le bet size, on garde le montant du bet size que l'on va pouvoir proposer et donc on ne va pas subir les bet size des adversaires. En plus, si on se fait relancer en 3 bets ou plus, on saura que l'adversaire détient une très bonne main qu'on n'avait peut-être pas analysée au moment de la première analyse du board et on va pouvoir réévaluer la situation par rapport à cette nouvelle enchère. Dans le prochain épisode, nous allons voir différents états du metagame et en particulier, on va s'intéresser à la rubrique des tels. À bientôt!